Tous et bienvenue sur Autocassette pour ce nouveau Face à la presse. Bonsoir Bruno Bourguet. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le senior vice-président vente et marketing de HERE, qui est un champion mondial de la cartographie. HERE, c'est la star de la navigation embarquée. Vous avez annoncé en début d'année un chiffre qui en dit long, 100 millions. 100 millions, c'est le nombre de véhicules dans le monde équipés de votre technologie, la technologie HERE Maps. Elle est aujourd'hui présente dans 48% des nouveaux véhicules embarquant un système de navigation vendu en Amérique du Nord et en Europe. Alors avec vous et en direct sur Facebook, nous allons parler de votre savoir-faire, bien sûr, des nouvelles fonctionnalités de nos voitures connectées et bientôt autonomes. Et puis nous évoquerons aussi l'origine et le développement de HERE, qui est désormais propriété d'un consortium rassemblant Audi, BMW et Daimler. Pour vous interroger, Jean-Luc Moreau, bonsoir. Bonsoir. RMC, chaque dimanche dans votre auto, le week-end des experts. Laurent Meillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ingénieur de l'automobile. Et puis Lawrence Frost, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'agence canadienne et britannique Thomson Reuters, l'un des leaders mondiaux de l'information financière. Pour ouvrir la discussion, est-ce que vous pouvez compléter ma rapide présentation, Bruno Bourguet, de HERE en termes d'activité et de chiffre d'affaires? Que pèse aujourd'hui l'entreprise depuis son rachat justement par Audi, Daimler, BMW? Alors déjà, on est effectivement très fiers d'avoir atteint ce jalon important d'équiper 100 millions de véhicules avec de la navigation embarquée. J'aimerais rectifier un chiffre. On équipe en fait 4 voitures sur 5 en Europe et aux États-Unis équipées de GPS, qui est un marché qui est encore en très forte croissance. Vous avez évoqué le chiffre de 48%, c'est en fait le taux d'équipement à l'heure actuelle, le taux de pénétration de voitures qui ont un GPS aux États-Unis, en Europe, et il y a encore 3-4 ans, on était à 30%. Donc c'est encore un marché qui est en très forte croissance et sur lequel on est très fiers d'être leader. HERE, c'est une société qui ne publie pas son chiffre d'affaires, puisque nous sommes une société privée. Mais on est autour du milliard, un petit peu plus. On parle en dollars. On parle en euros, en dollars, ce qui est d'ailleurs plus très européen. C'est européen maintenant. Nous sommes une société européenne dont les actionnaires sont effectivement les 3 premiers, Audi, BMW et Daimler, à parité, qui sont à parité, mais qui ont été rejoints récemment par Intel. Ainsi que par un groupement asiatique fait de Navinfo, le cartographe chinois, fait de GCI aussi, qui est un fonds souverain de Singapour, et de Tencent, qui est un énorme réseau social chinois. C'est un peu le Facebook chinois, avec à peu près 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc une dimension assez colossale. Ça fait une sacrée communauté. Hein. Ce qui fait une communauté très importante, et on va, je pense, l'évoquer. Je crois que l'avenir de la cartographie, c'est aussi la communauté. Comment est-ce qu'on peut utiliser la communauté pour mettre à jour la cartographie? Et on est très content d'avoir Facebook comme client d'un côté, oui, et un actionnaire de référence tel que, oui, Tencent pour le marché chinois. Votre activité dévore beaucoup de capitaux? L'activité dévore énormément de capitaux. Historiquement, Navtech, qui était à l'origine de HERE, a mis 17 ans à être profitable. Il est très... C'est plus que Tesla encore. Ça coûte... C'est très long. On sait pas encore. Mais je dis pour l'instant, c'est plus. C'est très long, et effectivement, parce qu'il faut avoir une cartographie qui est la plus précise possible, qui est la plus globale possible. Les clients sont globaux. Et c'est maintenant aussi des investissements technologiques, non seulement dans la capacité à représenter le monde, mais la façon dont on update en permanence, dont on met à jour en permanence cette représentation du monde, ce qu'on appelle l'index de la réalité, le Reality Index. Et pour pouvoir faire ça, il faut des technologies de plateforme qui coûtent extrêmement cher. Sans compter les nouveaux investissements vers le véhicule autonome. Dans le temps, Michelin mettait à jour sa cartographie une fois par an. Aujourd'hui, il est nécessaire de mettre à jour une cartographie pour qu'elle corresponde à la réalité. Au bout de combien de temps? C'est quoi? C'est journalier? C'est hebdomadaire? Alors, nous, on est déjà maintenant en mesure de faire une mise à jour quasiment temps réel de la cartographie. Pourquoi? Parce que
On utilise de plus en plus les données le pouvoir véhicules. de la communauté elle-même, donc des capteurs. On va en parler un peu, mais on a fait des annonces en particulier lors du mondial de l'automobile sur la façon dont nous utilisons les capteurs embarqués dans les véhicules pour mettre à jour les informations cartographiques. Je vais circuler dans ma voiture et la voiture va de façon anonyme vous communiquer les données de circulation qui vous permettront de vérifier que la cartographie correspond bien au trajet que j'utilise. On peut utiliser par exemple les informations qui viennent des caméras embarquées, de plus en plus, qui peuvent effectivement filmer ce qui se passe, parce que y a tout ce qui est devant le véhicule. Voici un rond-point ou une voie neutralisée, par exemple. Un rond-point, une voie neutralisée, une place de parking disponible en utilisant les capteurs ultrasons, par exemple. Et avec cette information-là, pouvoir donner ce qu'on appelle un horizon électronique. C'est un petit peu des super pouvoirs de la cartographie. On permet au fait au conducteur d'être un petit peu Superman, de pouvoir voir au-delà des virages, de pouvoir voir à travers les murs, de pouvoir voir des choses. Alors vous servez des là, données du temps réel. Des utilisateurs lambda pour mettre à jour votre cartographie, mais inversement, si moi je veux mettre à jour la cartographie dans ma voiture, il faut que je passe par la case je paye, et ça coûte quand même quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, comme en téléphonie, des mises à jour automatiques ou des choses tout dépend. Justement, il y a des forfaits maintenant. Voilà, tout dépend ensuite du business model de nos clients. Nous sommes un fournisseur, je dirais B2B, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de monétiser l'audience de nos clients, on fournit à nos clients des services. Nous avons un produit qui s'appelle MapCare, par exemple, qui est un produit de mise à jour dans le véhicule, qui est un produit qui peut offrir une mise à jour. On a lancé ça avec Kia, par exemple, il y a quelques années, 7 ans de mise à jour avec l'achat de votre véhicule. Ensuite, ça dépend du business model de nos clients. Mais les 100 millions de véhicules dont on parlait, ils payent. Les propriétaires de ces véhicules payent pour avoir une mise à jour permanente. S'ils veulent avoir une mise à jour permanente, soit c'est intégré dans le prix du véhicule, soit effectivement ils payent. Sauf si c'est un vieux véhicule Lawrence. et que c'est pas possible. Lawrence Foss. Oui, je voulais juste... est-ce que cette approche de mutualisation de données, est-ce que ça impose des exigences en termes de standardisation des plateformes et des capteurs, dans la mesure où, en fait, pour reconnaître et bien calibrer une cartographie, j'imagine qu'il faut quand même une certaine lisibilité qui soit... Oui, c'est un élément extrêmement important. En fait, une des raisons pour laquelle nous travaillons avec les constructeurs automobiles pour mutualiser ces données, c'est qu'aucun constructeur automobile, quelle que soit sa taille, y compris ceux qui ont beaucoup de volume, n'a la capacité d'offrir des services suffisamment granulaires sur l'ensemble de la planète. Donc il faut mutualiser les données. Notre plateforme, nous avons développé une plateforme qui s'appelle OLP, l'Open Location Platform, qui permet d'intégrer les données de différents constructeurs et de les standardiser. Et dans le cadre de la standardisation, nous avons démarré des efforts de standardisation et maintenant nous avons proposé à la communauté européenne, en l'occurrence à Ertico, de prendre ce standard, ça s'appelle Sensoris, et de développer une méthodologie de standardisation qui permet d'ingérer les données dans une plateforme. Ensuite, vous avez beaucoup de données qui sont anonymisées, parce qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est Monsieur Michu qui est à tel endroit. On veut savoir qu'il y a 10 véhicules qui sont arrêtés à cet endroit, mutualisés, intégrés dans une plateforme ouverte et ensuite redistribués pour offrir des services. Quand est-ce qu'on verra les premiers services issus de cette mutualisation qui changent carrément l'expérience? On va commencer à voir ça dès cette année. On a annoncé ça un peu plus sur le. Oui, alors on a quatre services qui sont nos premiers services phares, je dirais. Des informations sur les parkings, mais non pas les parkings fermés, les parkings ouverts. Donc en utilisant suffisamment d'informations sur les capteurs de véhicules qui quittent une place de parking, en modélisant aussi la façon dont les véhicules se déplacent à une certaine heure de la journée, on arrive à prédire les opportunités d'avoir une place de parking à un endroit. C'est le premier service. Deuxième service, une information trafic plus précise. Une information trafic qui vous permet par exemple de donner les queues de bouchons, parce que si vous avez des warnings qui sont allumés, ça vous donne des informations sur les queues de bouchons. Troisième service très intéressant aussi, les dangers sur la route. S'il y a de la glace quelque part, parce qu'on voit des activations d'ABS ou de l'aquaplaning, on a la capacité de pouvoir ramener ces informations-là. Et le quatrième service, c'est les panneaux routiers.
qui peuvent être des panneaux variables. Il y a certains pays comme l'Allemagne, par exemple, qui a beaucoup pour la vitesse. Pour la vitesse. Alors, est-ce que vous serez justement en mesure de fournir une cartographie précise des limitations de vitesse dans un pays, la France en particulier, parce que à chaque fois qu'on pose la question, parce qu'on nous dit oui, ça serait bien qu'il y ait des régulateurs automatiques pour pas dépasser la vitesse, éviter les accidents. Ouais. C'est vrai qu'on a, moi, toutes les voitures pratiquement que j'ai prises jusqu'à présent faisaient au moins une erreur sur le parcours. Et si on se fait flasher à ce moment-là, c'est un petit peu gênant. Donc, est-ce que vous pourrez garantir réellement qu'on aura la vraie limitation de vitesse sur les axes? Ce qu'on va absolument faire, c'est avoir de façon beaucoup plus fréquente des mises à jour de tout ce qui peut changer sur la route. Donc effectivement les informations sur les vitesses limites, mais non seulement celles qui sont fixes, mais aussi celles qui sont variables. Laurent Meillot. Oui, ce qui est très malin sur l'histoire des capteurs qu'on utilise pour la voiture, notamment la caméra embarquée, on avait vu que Mobileye, qui est l'un des fournisseurs majeurs de l'industrie, avait passé des accords bilatéraux avec des constructeurs. Or, il a été racheté par Intel. Intel qui est votre actionnaire maintenant chez HERE, donc finalement, avec les constructeurs allemands qui vont fournir des données, plus Intel qui est donc l'actionnaire majeur de Mobileye, enfin, vous avez toutes les cartes en main finalement pour imposer votre propre standard. Oui, alors on a d'ailleurs annoncé un partenariat avec Mobileye avant l'annonce du rachat d'Intel. Pourquoi? Parce que on a aussi ça montre la valeur de tout ce business. Mais on a aussi annoncé un partenariat avec Nvidia, c'est-à-dire que il y a besoin d'avoir une plateforme. Nous partons du principe, du constat qu'un petit peu comme pour les GPS embarqués, il fallait une cartographie mondiale qui est encore un business très important pour nous, pour simplifier le travail des constructeurs automobiles, avoir un standard un petit peu unique et de la cartographie de haute qualité. Pour le véhicule connecté, pour la voiture autonome, pour toutes les applications ADAS, il faut une plateforme de géolocalisation qui soit la plus globale possible, la plus ouverte possible. Ça coûte très cher de faire quelque chose comme ça. Et des acteurs qui vont pouvoir permettre d'offrir ça au marché automobile mondial, il n'y a pas en avoir beaucoup. On en est un, c'est beaucoup d'investissements, et c'est pour ça que des sociétés comme Mobileye, comme Nvidia, comme Intel, s'appuient sur notre plateforme ouverte, mais bien d'autres, pour pouvoir développer des applications. Alors justement, tout le monde connaît Google Maps, et vous dites, notre avantage justement, c'est que nous ne sommes pas Google. C'est vrai, c'est un modèle différent. Nous, on permet... On voit les petites voitures Google passer à longueur de journée. Les vôtres, on les voit pas. Ah, vous les verrez, vous les verrez aussi. On a des voitures, on en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent à fabriquer le produit. Dans notre produit, il y a 80 000 sources de données. 80 000 sources différentes. C'est-à-dire, il y a nos propres véhicules. Et il y a les informations telles que les horaires de bus, il y a tout ce dont les informations satellites, il y a tout ce dont on a besoin pour créer cet index du monde. En plus de ça, maintenant, on va rajouter toute cette information communautaire qui vient de l'ensemble des véhicules qui vont apporter de l'information à notre cartographie, à notre plateforme. Ce qui est différent, c'est que nous sommes dans un modèle de licence. On aide nos clients à développer leur business. Lorsque vous travaillez avec Google, vous allez aider Google à développer son business. Ce sont deux approches un petit peu différentes. Je pense que notre approche est un petit peu plus friendly, et c'est pour ça qu'il y a quand même énormément d'acteurs qui n'ont pas forcément envie de travailler avec sociétés telles que Microsoft, telles que Yahoo, telles que Facebook, telles que Samsung, telles que DJI, telles que beaucoup d'autres qui travaillent avec nous pour leurs applications de géolocalisation. Le fait de remonter des données à partir des véhicules qui se localisent avec le GPS, qui est relativement apprécié aujourd'hui, est-ce que ça permet quand même de faire une cartographie qui serait utilisable par exemple pour des voitures autonomes? Puisqu'on sait qu'on a besoin là d'une carto qui va être au mètre près, et c'est pas suffisant aujourd'hui. C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est pour ça que nos véhicules, on parlait de véhicules, vous les voyez peut-être pas, je vous assure qu'il y en a, et je les vois assez souvent. Les véhicules que nous utilisons, qui s'appellent les véhicules True, donc qui représentent de façon précise et réelle la réalité. Ceux-là sont équipés de capteurs extrêmement précis. C'est-à-dire que notre modèle de référence avec des LiDAR, avec des AMU, des Inertial Measurement Unit, donc qui sont des systèmes de GPS très précis, de façon à avoir une précision très importante de la description du monde. De plus en plus précise d'ailleurs, puisque
maintenant, avant on décrivait un petit peu une route, un petit peu comme un spaghetti, si vous voulez, avec beaucoup d'attributs. Maintenant, on décrit la surface de la route avec les différentes voies, etc. Donc, notre modèle de référence lui-même est très précis. Ensuite, ce qui est très important, c'est de pouvoir positionner. Et pour pouvoir positionner, on utilise différentes méthodes de positionnement, telles que la triangulation, regarder quels sont les panneaux, etc. Et Galileo, ça peut vous aider? Tout ce qui permet d'être plus précis va aider l'expérience. Donc Galileo va aider l'expérience. Alors Google n'est pas un concurrent, mais qui sont vos concurrents? TomTom. Nous avons des concurrents. C'est celui qui ressemble le plus, en tout cas. Nous avons des concurrents dans différents domaines, puisque en fait, si vous regardez ce que fait IR, nous avons donc de la cartographie, dans laquelle nous avons des concurrents dans certains pays qui sont assez présents. Nous sommes les seuls à offrir une cartographie totalement mondiale, puisque nous venons juste d'annoncer un partenariat avec Pioneer qui nous offre le Japon. C'était un peu le missing link, le chaînon manquant, c'était le Japon. Donc on a la Chine maintenant avec notre partenaire Navinfo, nous avons le Japon, nous sommes les seuls à offrir une cartographie totalement globale. Maintenant, quand vous regardez ce qu'offre IR, nous avons la cartographie, nous avons une plateforme. La plateforme, il y a aussi des sociétés qui offrent des plateformes, et puis nous avons des logiciels au-dessus qui permettent d'avoir des systèmes de navigation complets. Donc on a différents concurrents, mais nous sommes assez contents de la position que nous avons sur le marché. En Chine, n'y a-t-il pas un danger que vu la cohérence de cet écosystème et le manque de concurrence sérieux, il peut y avoir on peut être obligé d'ouvrir les standards, enfin les normes à la concurrence, et ça peut créer des problèmes d'antitrust à terme. Alors moi je suis tout à fait d'avis qu'il faut ouvrir. C'est pour ça que nous avons créé ce standard Sensoris. C'est quelque chose que nous avons développé. Sur lequel nous avons investi énormément, et dès lors que on s'est rendu compte qu'il était arrivé à un certain stade de maturité, tel qu'il était suffisamment documenté, etc., nous avons invité nos concurrents à pouvoir développer des produits et des plateformes qui pouvaient ingérer des données avec ce standard. Nous sommes tout à fait ouverts à ce genre de choses. Mais IR n'est pas un monopole, hein. Ah, pas du tout. C'est pas les seuls à faire ce qu'ils font. C'est votre question. Non, on n'est pas en monopole. Pas encore, en tout cas. Et pour l'actionnariat, je veux dire, les constructeurs qui sont aussi actionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en tirer comme avantage du fait de leur position d'actionnaire par rapport à un simple client? Quand nos actionnaires constructeurs automobiles ont acheté IR, ils ont dit 3 choses. C'était au mois de décembre 2015. La première chose qu'ils ont dit, c'est que IR resterait ouvert à servir l'ensemble de ses clients, l'ensemble de son marché, non seulement dans l'automobile, mais aussi au-delà de l'automobile, puisqu'on est bien au-delà de l'automobile, et que il y avait d'un côté un rôle d'actionnaire, ce qu'il est, mais il y a aussi un rôle de client, et je vous assure qu'en tant que client, eux en particulier sont particulièrement concurrents les uns des autres, et on les traite vraiment en tant que clients, et il n'y a pas de différence. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que heureusement que les constructeurs allemands ont racheté HIR, parce que quand Nokia a voulu vendre, on a entendu parler de Facebook, on a entendu parler d'un tas d'acteurs américains ou d'ailleurs. Enfin, c'est une pépite qui aurait pu échapper. Donc la première chose qu'ils ont dit, c'était ça, qu'on resterait ouvert. La deuxième chose, c'est qu'ils ouvriraient leur capital. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'on l'a annoncé au début de cette année. Et la troisième chose, qui nous donnerait accès à leurs données, ce qui n'a jamais été fait. Jamais dans l'industrie, des concurrents féroces ont accepté quelque part de mutualiser leurs données pour donner des services qui pourraient être utiles pour l'ensemble des conducteurs. Donc ils ont vraiment pris une approche très ouverte. Et là où je rejoins Laurent Meillot, c'est que ils ont fait quelque part un acte assez symbolique. Ils ont mis un stick in the ground, hein, comme on dit en anglais. Ils ont vraiment. C'était un peu plus que ça. C'était presque 3 milliards. Oui, à peu près. Ouais. L'homme qui veut 3 milliards, c'est lui. En fait. Donc ils ont vraiment pris un acte très fort pour dire que l'industrie automobile prenait son destin en main. La géolocalisation c'était déjà important, mais allait être encore plus important pour le futur de la voiture connectée et la voiture autonome.
et qu'il fallait que l'industrie vraiment prenne son destin. C'est ce qu'ils ont fait, mais en laissant l'ouverture. Pourquoi ? Parce que aucun constructeur automobile n'est capable de faire ça tout seul, et ils n'ont pas assez de données. Mais quand j'achète une Audi, une BMW ou une Mercedes, j'ai le même type de service cartographique IR, ou est-ce qu'il y a des concurrences entre les trois constructeurs? Si vous aujourd'hui vous fournissez la même chose aux trois? Les trois à l'heure actuelle sont, j'en suis très content et fier, et c'était bien avant qu'ils nous rachètent d'ailleurs, des clients de IR. Mais quand vous regardez les systèmes de navigation des trois, ils sont très différents. Nous, on permet à nos clients de développer leur propre signalétique, leur propre identité et leur propre valeur à partir d'un matériau qu'on leur fournit. Donc le matériau doit être mutualisé, parce que sinon ce serait beaucoup trop cher de le faire individuellement pour chaque constructeur, mais on leur permet de se différencier, ce que ne permettent pas d'autres. Quand vous achetez un téléphone qui utilise la cartographie d'une CEC de Mountain View, il ressemble beaucoup à un autre. Donc on permet à nos clients de se différencier. On n'a pas parlé des constructeurs français, ils sont vos clients aussi? Ce sont nos clients. On a annoncé d'ailleurs un partenariat avec PSA récemment sur la voiture autonome. Alors c'est étrange parce que PSA travaille justement sur la voiture autonome avec des cartographies qui viennent pas de chez vous. On vient d'annoncer qu'ils travaillaient avec nous. Tout va très vite. En tout cas, les prototypes avec lesquels vous roulez ont une cartographie plus précise qui a été développée. Ils ont peut-être fait d'autres essais. Ce qui n'est pas vraiment votre concurrent. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que les constructeurs, pendant une certaine période, ils peuvent travailler avec TomTom ou avec IR, ça dépend. Puis au gré des accords ou de l'évolution, ça change. C'est un marché qui est un marché concurrentiel. Il n'y a pas de monopole. On est très fiers d'avoir 4 voitures sur 5 dans le monde. Je vois pas ça changer avant un certain temps. Et alors pour ce qui concerne du futur, j'ai annoncé il y a à peu près 1 an maintenant que nous avions des partenariats avec environ 10 sociétés sur la voiture autonome. J'en ai à 20 là. Et on a énormément de demandes pour justement travailler sur la voiture autonome avec nos nouvelles cartographies plus précises et plus mises à jour. Alors parlons de la voiture autonome puisqu'on est à la moitié de l'émission et qu'il faut évidemment parler de l'avenir. Vous dites il faut une conjonction optimale entre les capteurs et une cartographie ultra précise, haute définition, mise à jour en temps réel. Technologiquement, c'est un pari fou, quoi. C'est fabuleux. Oui, bien sûr. C'est fabuleux, et c'est quelque chose qui, bien sûr, n'est pas simple, qui demande beaucoup d'investissement, mais il est évident que pour avoir cet horizon électronique dont je parlais tout à l'heure, qui permet aux véhicules de regarder au-delà du capteur, qui permet aux véhicules d'intégrer ce qui se passe sur la route, les dangers qu'il peut y avoir sur la route, les fermetures de voies qu'il peut y avoir sur la route, il faut avoir cette référence, ce modèle de la route ultra précis, et il faut le mettre à jour. Et pour le mettre à jour, il faut à la fois nos propres technologies de mise à jour, mais utiliser aussi l'intelligence collective de l'ensemble des véhicules qui sont armés de capteurs. Donc c'est pas simple, mais on est très en avance, en particulier avec les annonces que l'on a fait avec Audi, BMW et Daimler, qui donc nous donnent les informations de leurs capteurs, d'autres informations qu'on a fait avec Mobileye, etc. Et tout cela pour avoir cette vision la plus précise, la plus temps réel. On entend des calendriers un peu fluctuants par les temps qui courent sur la voiture autonome, 2020, 2025, 2030. Vous avez une date, vous ? La tendance, en ce moment, c'est plutôt 2021 avec les premières. Oui, alors la date, c'est plus à nos clients qu'il faut la demander. Technologique, cartographie. Nous, on sera prêt. Et ce qui est très important, c'est que avant même de la voiture niveau 5 totalement autonome, qui n'a plus besoin de conducteur et qui va avoir besoin de toutes ces technologies-là, il y a des tas d'applications qui nécessitent déjà une cartographie de haute précision et déjà des fonctionnalités telles que celles que je décris. L'horizon électronique est déjà utilisé dans des camions. Des gens comme Scania utilisent déjà nos cartographies avec l'horizon électronique pour économiser l'essence. L'horizon électronique, ça veut dire l'horizon électronique. C'est voir plus loin. Oui, mais c'est utiliser la cartographie comme un capteur qui va bien au-delà de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça peut être plusieurs dizaines de kilomètres, puisque c'est là où on a de l'information qui nous arrive. C'est de savoir, par exemple,
qu'il va y avoir une côte à un endroit donné et que c'est peut-être pas la peine d'accélérer à cet endroit-là. Enfin, c'est tous ces éléments-là que l'on peut avoir. On vient d'annoncer que le système de cruise control adaptif de la nouvelle classe S utilisé dans nos cartographies, par exemple. Voilà, c'est des premières utilisations, des premières applications de ce type de technologie avant même la voiture complètement autonome. On peut avoir les déclivités avec précision également dans ces cartographies. Absolument. Parce que d'accord. Absolument. Et ça, c'est un des éléments très importants justement de nos véhicules. Les véhicules qui sont très précis permettent d'avoir la déclivité. Ayant la déclivité, vous êtes capable d'avoir des stratégies d'optimisation de la conduite. Vous êtes capable d'optimiser votre consommation d'essence ou dans le cadre des voitures électriques, d'optimiser la portée, enfin la distance parcourue par une voiture électrique. Laurence Force. Oui, au regard des expériences d'Uber en Chine, est-ce que pour vous, l'entrée de Navinfo et Tencent, ça suffit, c'est gagné, ça garantit un accès correct au marché chinois, ou est-ce qu'il reste du travail à faire pour... Alors, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir aider nos clients. Donc à la fois nos clients en Chine, avec lesquels on va être maintenant beaucoup plus capable de les servir, y compris sur la Chine, mais surtout nos clients étrangers qui vont en Chine. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une cartographie unifiée, des technologies unifiées, parce que si la Chine, qui est quand même à peu près 30% du marché automobile, si la Chine a des technologies différentes, nos clients vont avoir des coûts supplémentaires à intégrer ces technologies. Donc nous, ce qu'on va permettre à nos clients d'avoir, c'est des outils unifiés, quel que soit l'endroit où ils lancent leur véhicule. Et c'est en ce sens que le partenariat que nous avons en Chine est très important, puisque vous savez qu'en Chine, nous n'avons pas le droit de cartographier. Il faut que ce soit des sociétés chinoises qui cartographient. Oui. Alors, sur la Chine, justement, vous avez un partenariat avec Baidu. Baidu, c'est le Google chinois, qui d'ailleurs est très intéressé par la voiture autonome. Vous l'aidez à faire de la cartographie, en dehors de la Chine. Est-ce que ça sera pour vous un partenaire ou un rival potentiel à plus long terme? Le futur n'est jamais certain. On parle demain, justement. N'est jamais certain. Baidu a besoin de produits de haute qualité au-delà de la Chine. Il se tourne vers IR et nous ne refusons pas d'offrir nos produits à des sociétés qui souhaitent avoir ce type d'offre. Et voilà, c'est un client. C'est un client qui est un très bon client et on est content. Est-ce que vos technologies consomment beaucoup d'énergie? Je pense à la voiture électrique. Est-ce que quand on utilise vos services, on consomme de l'électricité dans la voiture? Oh, pas plus que allumer un écran. Alors, par contre, à mon avis, j'imagine que au niveau des serveurs, là, vous avez dû bâtir quand même des fermes géantes, parce que avec les gigas de données que ça va quand même occasionner, avec les mises à jour, les échanges de sens, mais c'est incroyable. Alors c'est vrai, mais on a aussi beaucoup mis l'accent, nous, sur des technologies hybrides qui permettent de faire quand même beaucoup de choses dans le véhicule, parce que il y a des échanges de données qui doivent être faits. Bon, par exemple, notre produit HereWeGo, qui est un produit de navigation sur téléphone portable, par exemple, est aussi en hybride. On n'a pas besoin d'être connecté en permanence. Alors pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on n'a pas besoin en permanence de monitorer ce que fait le conducteur, puisqu'on a un business model qui n'est pas celui de monétiser en permanence le conducteur. Donc on n'a pas besoin d'une connectivité permanente. Donc il y a quand même pas mal de calculs et de choses qui peuvent être faites en local. Et donc on essaye, en faisant ça, de minimiser au maximum les besoins de transfert de données entre un serveur et un véhicule. Maintenant, il est très clair qu'on est dans le monde du cloud, on est dans le monde du connecté, et il faut des serveurs, et il faut être capable d'offrir ça au niveau global. Et donc il n'y a pas un risque d'avoir la traçabilité de pratiquement tout le monde, en admettant qu'une agence américaine décide, au hasard, de suivre Laurent Meillot à la trace, il pourrait le faire. En ayant accès aux données que vous remontez, à partir du moment où on est capable de mettre un nom au bout, et c'est facile, on peut tracer tout le monde. D'abord, on est très 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 axé sur le respect de la vie privée
de nos clients. Et encore une fois, nos clients sont les constructeurs qui eux-mêmes sont non, mais très vous pourriez axés être sur le victime, respect. en fait, en possédant ces données-là, vous pourriez être victime On du se piratage. on se connecte très souvent au cloud de nos clients et les données que nous avons sont déjà anonymisées. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin nous de savoir, on n'a pas besoin d'avoir l'information précise de la voiture de Monsieur Untel. Nous, ce qu'il faut, c'est de savoir que à cet endroit-là, il y a trois voitures. Le constructeur, lui, il le sait fatalement. Poser la question, mais ils sont aussi très sensibles à l'information privée de leurs clients, et nous le sommes aussi de même. Mais vous parlez pas de votre chiffre d'affaires, mais vous faites travailler combien d'ingénieurs? Alors, on est en forte croissance. On a ajouté plus de 1000 personnes, et essentiellement dans les domaines techniques. À la société, on est à plus de 7500 personnes maintenant. Tout le monde est en France? Non, on est très décentralisé. On a, si vous regardez les endroits où on est très présent, aux États-Unis, à la fois Chicago, aussi là où il y a des pôles de compétences importants. On a besoin de compétences en intelligence artificielle. On a des pôles à Seattle, on a des pôles à Berkeley dans la Silicon Valley, on a des pôles software à Berlin. On a un pôle très important à Berlin. Donc on est assez et aussi et à Paris, à Lyon. Et on est en France aussi. On a plus d'une centaine de personnes ici, et en particulier le centre commercial que je dirige. Ouais. Laurence, non? Oui, non, je voulais demander pour les prochains partenaires, parce que vous avez les constructeurs, vous avez l'électronicien, vous avez qu'est-ce qui vous manque, un partenaire dans le cloud? Ça serait peut-être une prochaine étape. Il y a une discussion. On a beaucoup de clients dans le cloud. J'ai mentionné Microsoft, Amazon qui sont des clients. Pas intérêt Microsoft est partenaire de Nissan et de Toyota par exemple. Mais qui utilisent beaucoup nos produits pour Bing par exemple, et pour un certain nombre de leurs applications. Et bien sûr, dans cette. Et bien sûr, nous avons un partenariat dans le cloud puisque nous utilisons Amazon pour nos produits. En fait, notre cloud est basé sur Amazon. Ce qui est amusant, c'est le va-et-vient en fait des dirigeants quelque part, parce que celui qui était avant le patron de l'automobile chez HERE, il est chez Renault Nissan, c'est Guy Retzich qui s'occupe de la voiture connectée et autonome. Et puis un ancien client. Bruno, Ralph Erdvich qui était chez Daimler, qui s'occupait de voitures autonomes, et maintenant celui qui pilote l'automobile. On est très content du fait que Ralph est venu nous rejoindre il y a quelques mois. Il était effectivement à la pointe de la voiture autonome, puisque vous vous rappelez certainement la première classe S qui est sortie et qui a fait l'itinéraire Bertha-Benz. On peut redonner l'année parce que ça montre le chemin parcouru. C'était 2013. 2013, c'était pour les 125 ans du voyage qui avait été fait par Bertha-Benz avec cette fameuse première Mercedes. Tricycle Benz, elle était encore pas Mercedes. Ouais, tricycle Benz, exact. Ouais. Et donc Erdvich, qui était notre client à l'époque, est venu nous rejoindre effectivement il y a très peu de temps, et on est très content de ça. Il s'occupe de tous les produits automobiles. Tout à l'heure, vous avez parlé de centre commercial. Alors, il y a plein d'endroits privés qui va pas être facile de cartographier. Comment vous allez vous y prendre? Parce que si demain, on a réellement la voiture autonome du niveau maximal, si je veux aller chez ma grand-mère et qui emprunte une route privée, est-ce qu'elle aura été cartographiée? Si je vais au supermarché, qui est un endroit aussi privé, est-ce que l'accès du supermarché aura été cartographié? Comment vous procédez pour ces lieux privés? Nous, on pense que... déjà, nous avons 34 000 endroits cartographiés, tels que des stades, tels que des centres commerciaux, tels que des aéroports. Alors ça va plus loin que les routes. Ça va bien plus loin que la route. Pourquoi? Parce que le transport, la mobilité, elle est multimodale. Nous avons les horaires de train, nous avons les horaires de métro, et nous avons forcément le besoin de cartographier les endroits où vont les gens. Les gens n'arrêtent pas leur vie au moment où ils parquent leur véhicule à un endroit donné, ils continuent leur vie. Donc notre système de navigation, d'ailleurs, de la façon dont on le conçoit, il est multimodal. Ce que nous avons offert, par exemple, dans les Jaguar et les Land Rover, qui utilisent l'intégralité de notre suite logicielle, c'est un système qui est marqué Land Rover, qui est marqué Jaguar, mais qui offre une
navigation multimodale. Vous démarrez chez vous le matin sur votre il y a ça sur les BMW aussi, une i3. On peut, quand on descend de sa voiture, finir avec une cartographie qui vous emmène à pied ou en transport en commun. Et de plus en plus, et on le voit beaucoup justement dans tout ce qui est un petit peu mobilité on demand, tous ces nouveaux services de mobilité qui voient le jour en ce moment. Ce qui est très important, c'est l'endroit où on dépose les gens et l'endroit où on va chercher les gens. Et pour ça, c'est la précision de la cartographie est très 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 importante. Donc oui, on se doit de faire ça. Pour la grand-mère, c'est peut-être moins sûr. Et on le fait de façon de plus en plus précise. On a 34 000 endroits et ça continue à croître. Vous parliez de Here We Go tout à l'heure sur smartphone. Ouais. Comment se porte l'application? Très bien. Et quel est son avenir? 30 millions d'utilisateurs actifs. Actualisation permanente grâce à la communauté. La communauté et puis nos propres la façon dont on met en permanence à jour les cartes en fait. Donc ils utilisent à fond pour l'application Here We Go, on utilise à fond toutes les capacités que l'on a en logiciel et en cartographie. Donc il faudra toujours avoir un smartphone quand on sera dans sa voiture, même semi-autonome. De toute façon, je ne pense pas que les gens vont abandonner leur smartphone. Ça vient peut-être même de clé, d'ailleurs. Vous pensez pouvoir concurrencer Waze un jour? À ma connaissance, Waze ne nous concurrence pas du tout. Non, mais je veux dire, à partir du moment où on a une cartographie fiable, des remontées d'informations, on peut très bien faire du participatif. On a de l'information trafic déjà de très très haute qualité, qui en particulier utilise l'information qui revient de nos clients. Mais ça, on le fait depuis de nombreuses années, en particulier toutes les flottes de transporteurs routiers. On a un énorme business dans le transport routier pour faire la gestion de flotte, le dispatching des camions, etc. Et énormément de ces clients nous renvoient l'information pour justement améliorer notre information trafic. Donc on a déjà tout cela pour notre produit trafic associé à une cartographie de très haute qualité et surtout au niveau global. Mais sur le smartphone, vous êtes bien en concurrence avec Waze ou avec d'autres? Oui, il y a beaucoup d'applications. Oui, bien sûr. On est assez fiers de la nôtre parce que, encore une fois, elle a ce mode hybride qui est très apprécié des clients parce qu'en particulier, quelqu'un qui va se déplacer en Angleterre va télécharger la carte de l'Angleterre avant de partir et il va pas payer des roaming costs entre l'Angleterre et la France. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est très 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 apprécié de nos clients. On parle beaucoup de Waze ou de Coyote parce que ce sont des applications communautaires avec des millions d'usagers, c'est vrai, mais demain, et quand je dis demain, c'est demain matin, c'est les voitures connectées se parleront entre elles et avec l'infrastructure. Donc en fait, ça sera Waze puissance par des millions qui d'un coup vont pouvoir alimenter aussi la carte et en tout cas mieux renseigner